Edi Rama, bonjour. Alors, je rappelle qu'avant de devenir le chef du gouvernement albanais, vous étiez artiste, sculpteur, vous étiez aussi maire de Tirana, d'obédience socialiste, je précise. Alors, pourquoi est-ce que aujourd'hui l'obtention de ce statut de candidat est tellement importante pour vous? Je pense que le projet de l'Union européenne, tant qu'il était conçu par les pères fondateurs, c'est le plus beau cadre que notre civilisation a pu imaginer. Et l'Albanie, comme les Balkans, font partie de ce cadre imaginé. Et de l'autre côté, l'aspiration des Albanais, comme de tous les autres peuples dans les Balkans, c'est très forte pour joindre la famille européenne, l'Union européenne. La Commission européenne, Edi Rama, recommande qu'on vous accorde ce statut. Mais c'est encore aux 28 chefs d'État et de gouvernement de décider au prochain sommet, on l'a dit. Et il y a eu par le passé, depuis 2009, de très nombreux blocages. Vous êtes optimiste pour cette fois-ci ? Oui, je pense que l'Albanie devait obtenir ça déjà au mois de décembre. Ça n'a pas fait du bien ni à l'Albanie, ni à la région de ne pas faire ça tout de suite, parce que à la fin, le statut de candidat, ce n'est pas l'adhésion. L'adhésion, ça sera une question d'après 10 ans. Mais c'est une étape très nécessaire pour commencer à travailler sérieusement à un processus de modernisation et à un processus qui peut être rendu vraiment de grande qualité grâce aux négociations et grâce à cet instrument d'intégration qui est unique et irrépressible. Mais vous mentionnez le dernier reçu en décembre 2013. Effectivement, c'était la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni qui s'y étaient opposés en raison notamment de ce qu'ils jugeaient comme un trop haut niveau de corruption et de crime organisé. Alors, vous êtes 116e par exemple sur 177 dans le classement de Transparency International. Que peut-on y faire? Moi, je veux être très franc parce que je ne sais pas comment faire différemment. Premièrement, le refus de décembre était lié avec les élections européennes. Et c'est ça la plus grande souffrance du projet européen d'aujourd'hui, parce que l'Europe est devenue toujours plus tactique et toujours plus liée au destin des élections dans les pays membres, élection après élection, et toujours moins stratégique. Deuxièmement, au mois de décembre, nous étions au gouvernement depuis 3-4 mois seulement, après les élections qu'on a gagnées avec un vote plébiscitaire. Et le bilan était remarquable, comme ils l'ont dit, mais leur argument, c'était qu'on a besoin un peu plus de temps. Et ils ont demandé la Commission de suivre le processus jusqu'à juin et de poser un rapport de progrès un peu spécial pour affirmer ou pas le bilan, la solidité du bilan du gouvernement exactement contre la criminalité organisée et la corruption. Parce que vous avez dit que vous allez limoger des policiers, que des anciens ministres, anciens hauts responsables sont sous le coup d'une enquête du parquet. Mais est-ce que toutes ces enquêtes vont aboutir? Parce que c'est le problème général de ces pays des Balkans où les enquêtes n'aboutissent pas toujours. Et en Croatie, on a vu qu'il y a un certain ménage qui a été fait. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce ménage? Mais on est en train de construire un état de droit et c'est pas au gouvernement de faire ce qu'il faut faire le parquet. Mais pour nous, comme majorité, il y a un grand objectif d'une réforme du système de la justice qui doit être fondé sur les valeurs, les principes et les mécanismes d'un pays européen qui respecte les standards européens et qui respecte les critères de justice juste et de justice vraie. Et voilà, c'est pour ça qu'on a besoin
ce statut de candidat aussi pour se lancer dans ce grand projet de réforme qui va prendre le temps, mais sans doute va aboutir dans la bonne direction. Je rappelle que vous êtes socialiste, Monsieur le Premier ministre. Quand vous étiez dans l'opposition, opposition très musclée à Sali Berisha à l'époque, vous étiez celui qui refusait les lois dites d'intégration sur le tribunal de grande instance, sur les employés civils, sur le fonctionnement du Parlement. Alors, désormais, ces lois sont passées, c'est mieux, hein, effectivement. Mais est-ce que ce climat politique très dur, assez violent verbalement en Albanie, n'est pas un mauvais point finalement pour cette intégration? Le problème de fond, c'est dans le fonctionnement de la démocratie. Et comme vous l'avez mentionné, on a été une opposition assez convaincue qu'on devait défendre la démocratie et les valeurs de la démocratie. Parce que pour moi, l'Albanie européenne et l'Albanie en Europe, ce n'est pas tout simplement ce qu'on légifère chaque jour, mais c'est ce qu'on implémente dans la vie réelle. Et alors, c'est ça la grande différence entre nous, le gouvernement socialiste, de majorité socialiste en place, et le gouvernement précédent. Il légiférait, mais il n'implémentait pas. Alors, justement, pour ce qui est d'appliquer dans la vie réelle des mesures, il y a aussi la question économique qui est importante chez vous. Alors, la Banque mondiale vous crédite d'une croissance de 2% en 2014, ce qui est bien, mais le FMI vous a prêté 330 millions d'euros pour consolider vos finances, rembourser votre dette. Mais comment vous sortir de cette situation de pays le plus pauvre, finalement, d'Europe? Mais on est un pays assez riche en termes de ressources. On est un pays assez jeune et on est très fiers d'avoir fait un programme, d'avoir décidé ensemble avec l'FMI un programme de croissance et pas d'austérité. On est très fiers d'avoir regagné la confiance des marchés. Et à la fin, on est un pays qui peut vraiment se développer dans la façon qu'il faut si on investit dans l'éducation et dans la culture, parce que on a la ferme conviction que les pays ne sont pas plus développés ou moins développés pour ce qu'ils ont, mais pour ce qu'ils savent. La présidente de l'Institut de l'Europe, Noëlle Lenoy, on l'écoute. Monsieur le Premier ministre, depuis plusieurs années, votre pays souhaite être candidat à l'Europe. Et on doit dire sans beaucoup de succès. Mais maintenant, le moment de vérité est arrivé, puisque pas plus tard que le mois prochain, les leaders européens vont décider d'accueillir ou non votre candidature officielle à l'Union européenne. Les Albanais, dans leur très grande majorité, sont europhiles, et je m'en réjouis personnellement. Mais ce à quoi on assiste ailleurs en Europe, notamment après les élections européennes, c'est de plus en plus d'euroscepticisme dans la population européenne et une montée très inquiétante, notamment en France, des partis nationalistes, des partis anti-européens. Alors, d'autre part, le dernier pays qui a accédé à l'Europe, la Croatie, dont on pouvait attendre aussi qu'il soit un pays euro-enthousiaste, a montré qu'il y avait un certain désintérêt dans la population, puisque le taux de vote n'a été que de 25%. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous croyez que les Albanais sont prêts à supporter le choc d'une entrée dans une communauté qui est l'Union européenne? Est-ce que vous pensez que votre État est suffisamment fort pour relever ce défi? Et est-ce que vous ne craignez pas une certaine désillusion une fois que vous aurez accédé à l'Union européenne? Mais surtout, l'Europe qu'on songe, ce n'est pas l'Europe qu'on a. Et la montée d'anti-européanisme et la montée de toutes ces choses, cette négativité, c'est lié aussi avec la nécessité d'une Europe différente, d'une Union européenne qui soit plus proche à ce cadre extraordinaire imaginé par les pères fondateurs, d'une Europe beaucoup plus politique, beaucoup plus unie. Et à la fin, on a besoin des États-Unis d'Europe. Cette Europe-là, c'est quelque chose au milieu. Et cette chose au milieu, c'est
beaucoup plus un argument contre l'Union européenne qu'un argument pour l'Union européenne. Mais premièrement. Deuxièmement, laissez-moi vous dire que les Balkans ont été toujours identifiés avec la guerre, avec les conflits, avec la haine, avec le fratricidisme et tout ça. Et aujourd'hui, 2014, 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale qui a commencé dans les Balkans, c'est la première année où il y a la paix. Il n'y a aucun conflit. Pourquoi? Parce que tous les peuples des Balkans se sont mis d'accord, à travers leurs leaders, de faire la paix pour l'Europe, de faire la paix pour joindre ce cadre extraordinaire qui est le cadre des États-Unis d'Europe. Voilà. Simplement, l'Europe, elle s'est élargie très vite. On est passé de 15 à 28 membres en 10 ans. Et c'est vrai que le processus d'élargissement semble avoir ralenti. Il y a l'adhésion de la Serbie qui a été lancée en janvier, mais derrière Monténégro, Macédoine, Kosovo, Bosnie, beaucoup moins de perspectives. Est-ce que vous ne croyez pas à une fatigue de l'élargissement de cette Europe qui se cherche un projet? Mais l'Europe s'est élargie, je ne sais pas si elle s'est élargie très vite, mais elle ne s'est pas adoptée encore aux nouveaux défis. Elle ne s'est pas adoptée encore à un monde qui a changé beaucoup plus vite que l'Europe même, que l'Union européenne même. Et c'est clair qu'on a besoin de plus d'Europe et pas de moins d'Europe. Et c'est clair que cette avalanche d'extrémisme qui fait peur par comment les sentiments basiques des gens sont manipulés et comment des arguments complètement faux trouvent du terrain, doit servir comme une forte poussée vers ce qu'on n'a pas achevé comme projet européen et pas comme un recul qui serait suicidaire, parce que là où je suis complètement d'accord avec le président Hollande, c'est que sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Et pour nous, sortir d'une tradition de conflit, c'était entrer dans l'histoire pour l'Europe et avec l'Europe. Pour terminer, vous avez souvent le sentiment que la Serbie, on lui pardonne beaucoup plus de choses. Vous dites qu'elle est peut-être favorisée par rapport à l'Albanie. C'est lié au fait que vous êtes un pays musulman. Là aussi, j'ai quelque chose à dire. On n'est pas un pays musulman, on est un pays européen où il y a des musulmans et des chrétiens qui vivent ensemble, et on est un pays unical pour ça, dans le sens que le ramadan est fêté par les musulmans et par les chrétiens, et quand il y a le Noël, les musulmans fêtent le Noël comme les chrétiens. Alors c'est une richesse pour l'Europe, cette Albanie qui décrit comme ça, comme un pays musulman tout court. Bien sûr, c'est décrit très maladroitement. Et de l'autre côté, à tous ceux qui racontent l'histoire des Albanais musulmans comme une histoire qui nous empêche pour aller en Europe, vraiment, je dis, je regrette votre ignorance et votre manque de capacité pour comprendre que l'Europe n'est pas un club chrétien, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus humain et beaucoup plus magnifique que ça. Parce que j'ai jamais entendu dire la France chrétienne, j'ai entendu dire la France laïque, où il y a bien sûr les chrétiens, mais il y a aussi les musulmans, non? Merci, Edi Rama.